Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est encore une journée magnifique puisque ce soir nous sommes en direct avec vous pour les vraies voix avec Philippe David jusqu'à 20h. Ça va Philippe David ? Ça va très bien et vous ? Écoutez très bien, ravi de vous retrouver ce soir pour commenter encore l'actualité avec vous, les vraies voix. Vous allez pouvoir bien sûr commenter avec nous 0826 300 300, prendre la parole, donner votre point de vue, ce qui est important, le pluralisme ici, vous allez le voir dans quelques instants. Ils pensent tous différemment. On aimerait qu'ils pensent comme nous, mais ça n'est pas possible. Donc au sommaire encore de faudrait-il que vous pensiez tous les deux. Dit-elle en mangeant du saucisson. Amené par Philippe Bilger, merci Philippe Bilger. Excusez-moi Françoise de Gois, on ne parle pas la bouche pleine. Vrai, au sommaire de cette émission, et avant de parler des grands débats, on va revenir sur cette information. Patrick Buisson ne sera pas président délégué de la Fédération française de rugby, comme l'avait proposé Bernard Laporte. Les quelques 1500 clubs appelés à se prononcer dans un référendum lundi ont majoritairement refusé sa désignation. On va en parler avec notre consultant rugby. Philippe Spanghero sera avec nous à partir de 18h. Et puis on va revenir sur ces mouvements sociaux dans l'énergie et à la SNCF. Les grévistes ont-ils raison ? Pour vous, vous dites oui en majorité. La CGT cheminots appellent à la grève aujourd'hui et demain dans les raffineries, les centrales électriques, les docks et bien sûr les ports et la RATP, Philippe. Oui, Cécile, l'objectif de la manœuvre est selon la CGT d'aller chercher encore plus de grévistes, un peu comme Nicolas Sarkozy voulait aller chercher la croissance avec les dents. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non, avec ces grèves ? Est-ce que c'est bien qu'elles continuent ? Les grèves larvées, les grèves continuent. Vous êtes gréviste ou les grèves vous insupportent puisqu'elles vous le pénalisent ? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et puis on va revenir sur ce nombre de radiations à Pôle emploi. Faites-vous confiance à ces chiffres du chômage ? C'est le coup de projecteur. Mercredi, le ministère du Travail et Pôle emploi ont annoncé une baisse de 312 000 chômeurs en 2022. C'est le plus faible niveau atteint depuis 2011, Philippe. Oui, Cécile, mais à ces chiffres s'oppose une augmentation de 10,4% des radiations des chiffres de Pôle emploi. Un record pour 2022, tiens, rien que sur le dernier trimestre, 58 200 près de 58 200 radiations à comparer à la chute de 114 000. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres ? Est-ce que vous avez été radié, tiens, par exemple, de Pôle emploi parce que vous n'avez pas envoyé un mail ou parce que vous n'êtes pas allé à une offre d'emploi qui n'était pas intéressante ? Venez témoigner au 0826 300 300. En tout cas, est-ce que vous faites confiance aux chiffres du chômage ? Vous dites non à 97%, comme ça, c'est réglé. Bienvenue, c'est les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Enfin, c'est pas réglé complètement, on va en parler, bien entendu. Philippe Bilger est avec nous, le président de l'Institut de la Parole. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, ma chère Cécile, j'ai compris que j'étais sur Sud Radio. Voilà, exactement, vous êtes exactement sur Sud Radio. Compris en rentrant, Pourtant, c'est marqué partout. Hein. Oui. Françoise de Gois, éditorialiste Sud Radio et LCI, bonsoir. Je suis là, bonsoir les amis, je suis très heureuse d'avoir le président tout court, parce que c'est le président de cette émission, c'est le président de la Terre. Ouais. D'autant que ce soir, je le remercie, lui et son épouse, d'avoir pensé à nous amener des petits saucissons. Vous parlez bien sûr de Philippe Bilger. Je n'allais pas dire Philippe David, évidemment. Ça tombe sur le sens que je parle de Philippe David. Mais Philippe David a eu droit à un éloge de Cécile. La journée est magnifique grâce à lui. Ah, j'ai dit ça ? Oui, c'en est même. Mais ma langue a fourché. Elle ne boit pas, elle n'a pas bu. C'est pas du tout ce que je voulais dire. C'était gentil, Cécile. Une douceur avant tout le reste. On vous adore, Philippe David. C'était marqué sur ma conduite. Moi, je lis tout ce que voilà. Et Sébastien Ménard est avec nous, président de l'EPPO et entrepreneur dans la food tech. Comment ça va, Sébastien ? Le gars, il se prend pour un petit gamin, un ado américain avec son bomber, tu vois. Mais ça, c'était les années 80, ça. Ça, c'était dans les années 80. Ça va beaucoup mieux quand je suis avec vous. Tu vois, tu te fais chambrer, au moins, c'est bien. Et ça va, Sébastien Ménard ? La grosse pêche. La grosse. Oh là, ça sent pas la grosse tête, tu pourras enlever ta casquette peut-être. Je dis ça. Alors ce rire qu'il a. Non, mais il faut le faire rire parce qu'on dirait la hyène dans le Roi Lion. Ouais, c'est vrai que. C'est lui qui a fait le doublage. Hein. Ouais. C'est vrai que la hyène est avec nous. Au 0826 300 300 et c'est Didier que nous accueillons ce soir. Bonsoir Didier. Bonsoir Didier. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez vu, l'ambiance est bonne, Didier. Hein. Écoutez, je suis très heureux d'arriver malgré visiblement des sujets difficiles,
des enjeux terribles, une ambiance extraordinaire. Ah bah oui, non mais nous on est là aussi pour parler vrai, mais aussi pour détendre les auditeurs. On les masse un par un tous les soirs pendant 3 heures. Pas les animateurs, par contre. Hein. Et nous, les animateurs, on n'a rien, on a que dalle. Donc, mon cher Didier, vous êtes notre vraie voix spécialiste ce soir. Hein. Vous savez que vous êtes prioritaire sur tous les débats, bien entendu. Vous allez devoir jouer contre l'une de nos vraies voix ce soir, contre Philippe Bilger, contre Françoise de Gois ou contre Sébastien Ménard. Et comme d'habitude, comme tous les soirs, je vais leur demander de se vendre à vous pour éviter de vous avoir en face ou alors de vous avoir dans son camp. Et vous êtes Sébastien Ménard, on démarre par la hyène. Bon, si vous voulez passer un bon moment et prendre une bonne raclée, il faudra m'affronter ce soir. Oh, mais dites donc. Je crois que ça a fait rire Didier. Il a ricané. Françoise de Gois. Mon cher Didier, ne jouez pas contre moi, j'ai envie de jouer avec vous pour vous faire gagner. J'ai pas besoin de grands mots, seuls les faits comptent car les faits sont têtus. Dernier match mardi soir, 9-0. C'est voilà. Ça le socialisme. Elle est quand même très convaincante. Didier a dit elle est très convaincante. Elle est très convaincante. Donc joue Didier, tu joues avec moi et on va se plier celui contre qui tu joues. De toute façon, on va le plier. Alors. Le tutoiement, ça y est. Ah bah ça y est. Philippe Carrément, Bilger. c'est une connivence un peu suspecte. Mais moi, j'ai tout essayé, ma chère Cécile. Oui. Me vendre, m'offrir gratuitement. Rien n'a marché. Donc, je laisse Didier arbitrer tout à Avec l'heure. vous, c'est plus l'inflation, c'est la déflation. Vous vous donnez Didier, vous C'est restez un homme avec de joie, tu vois, Philippe Bilger. Non, Absolument. tu vois, on savait pas. On savait qu'il avait fait plein de trucs, le gars, mais homme de joie, on savait pas. J'ai te vendu les ça trottoirs. sur les trottoirs de Manille. Didier, merci en tout cas. Vous restez avec nous jusqu'à Beaucoup de l'émission. plaisir, merci. Et voilà, vous réagissez comme vous voulez. Allez tout de suite le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous voulez requérir contre le Bayrou d'aujourd'hui. Ah, Oui. Parce qu'il y a eu le Bayrou d'hier, d'avant-hier. On a bien compris, merci. Le Bayrou d'avant-hier, je l'aimais beaucoup. Ouais. Parce qu'il avait donné au centrisme une D'avant-hier. sorte... Ah, d'avant-hier. Oui, Ah, d'avant-hier. carrément. D'accord. Une forme de vertèbre, d'audace. Ça n'était plus le centrisme mou. Mais je trouve très regrettable l'évolution de François Bayrou depuis qu'il a permis à Emmanuel Macron, en définitive, d'être élu en 2017. Puisque grâce à lui, il a redonné un essor à Emmanuel Macron dont la campagne faiblissait. Et depuis, il y a quelque chose de presque pathétique dans la démarche de François Bayrou. Il est toujours intelligent, mais il cherche à la fois à se distinguer un petit peu, mais pas trop. Une inconditionnalité certes relative, mais tout de même forte. Et d'autre part, je le trouve peut-être un peu trop optimiste dans son ambition qu'il veut renouveler une 4e fois. Il y pense sérieusement. Je crois que là, il aurait tort de tenter de la concrétiser. François Bayrou, on a l'impression que c'est un peu le caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron. Toujours. François Bayrou est un caillou dans la chaussure depuis toujours. Je vois pas pourquoi vous parlez du Bayrou d'aujourd'hui. Il n'a rien de différent du Bayrou d'hier. Ah, si. Bayrou a toujours fait monter les enchères. Aujourd'hui, il fait monter les enchères pour le Sénat parce que, à travers la réforme des retraites, en gros, ses voix vont se monnayer extrêmement cher. Il le sait d'autant mieux que la majorité est fragile. François Bayrou a toujours été comme ça. À l'époque, c'était ses rapports avec Nicolas Sarkozy. Ensuite, ça a été sa drague plus ou moins des électeurs socialistes. Au moment de 2007, il a toujours été, moi je l'appelais en rigolant, il me le pardonnera parce que je suis d'accord avec vous, c'est un homme extrêmement intelligent, très cultivé. C'est un bonheur de discuter avec François Bayrou. Il a une culture incroyable, encyclopédique. Il est revenu de tout. Il a vraiment, Mitterrand disait de lui, je n'ai jamais vu quelqu'un qui peut surmonter et dominer son bégaiement comme ça. Il est un peu plié. Il a une très grande... Mais la réalité, si vous voulez, c'est que moi, je crois qu'il a laissé passer sa chance en 2007 d'être Premier ministre. Et je crois qu'il court après son destin. Il y croit encore, mais il a toujours été l'emmerdeur du premier tour. Toujours. Toujours. C'est une sorte d'emmerdeur sympathique, François Bayrou. Qu'il dirigeait le CDS, il avait quelque chose qui changeait de la mollesse habituelle du centrisme. Je suis d'accord, il arrivait, il était, parce qu'il adore les chevaux, il y avait des photos magnifiques de lui à cheval en plus, il avait un côté extrêmement conquérant qu'il a perdu parce qu'il est très tacticien. Est-ce que c'est quelqu'un qui a encore du pouvoir, Sébastien Ménard ?
Incontestablement, oui. Surtout à Pau, où vous êtes président du club de basket, Ouais. comme les Verts. Je suis bien dans l'embarras. Non, la réalité. Merci Philippe. Rien, de rien, on va l'avoir- meubler, nous, on je l'ai va rappelé aller pour- dans la- Mais la réalité, je le connais un peu et je le pratique beaucoup plus, en tout cas depuis 6 mois maintenant. C'est quelqu'un de délicieusement intelligent. C'est quelqu'un de politiquement tortueux. C'est très clair, mais c'est quelqu'un de, j'ai envie de dire, mécaniquement efficace dans ce qu'il fait. Voilà, il m'a confié les rênes d'une des légendes du basket que j'ai acheté. Voilà. Et Landernay, on peut le dire. Les Landernay, c'est ça, on peut le citer, on a le droit. Voilà, c'est évidemment des rapports jamais simples. Parce que c'est quelqu'un j'ai envie de dire, je disais tout à l'heure intellectuellement délicieux, je vais dire intellectuellement très costaud. Voilà. Donc c'est Bien sûr, quelqu'un oui, qui. oui, Alors je sais pas moi s'il court après son destin. La seule chose que je peux vous dire, c'est que en tout cas il a couru derrière le ballon, il me l'a donné et voilà. Et voilà, vous l'avez attrapé. Voilà. Depuis ma vie est très compliquée, hein, mais voilà, c'est compliqué dans ce c'est sport. l'effet Bayrou, hein, comme on dit. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. La suite, on va revenir sur ce débat dans quelques minutes sur les mouvements sociaux dans l'énergie et la SNCF. Les grévistes ont-ils raison, selon vous, d'aller encore une fois dans la rue? Est-ce que vous en avez assez? Est-ce que vous les soutenez? C'est important pour nous de le savoir. 0826 300 300 maintenant sur notre compte Twitter pour ceux qui votent. Vous nous dites oui à 79%, donc c'est une large majorité. Dans un instant, le tour de l'actu de Félix Mathieu. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous avez choisi Sud Radio, vous avez choisi les vraies voix, vous avez bien raison, c'est une bonne chose. Je ne sais pas si vous êtes en voiture, dites-le nous d'ailleurs. Vous êtes en voiture, à la maison, dans votre bain, voilà. Je sais pas, je sais pas. C'est bizarre, hein, les images qui vous viennent comme ça. Absolument. Oui, parce que moi je serais bien dans le. Vous prenez des bains à 17h20. Non, moi je ne prends pas de bain, et c'est pas écolo. C'est pas écolo. Avec Voilà. du lait d'ânesse. Absolument, ouais, absolument. Je prends des bains avec du lait d'ânesse, effectivement. Matin, midi et soir. Voilà. Quand j'ai 5 minutes, c'est ma passion. Un peu lait d'ânesse. Mon passion. Oui, mais je me baigne avec l'âne en entier, donc c'est ça qui est. Ah, Vous avez un grande baignoire. Ouais, absolument. Et avec Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise Degois qui est avec nous et notre patron de la food tech, Sébastien Ménard. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Tout de suite, le tour de l'actualité de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et au sommaire, Félix. Un désaveu pour le camp Laporte, il perd son référendum interne à la Fédération de rugby. Aux grands déserts médicaux, les grands remèdes, un pont aérien pour amener 8 médecins dans la Nièvre une fois par semaine. À suivre aussi, Anne Hidalgo embraye après les municipalités communistes. Elle annonce fermer la mairie de Paris mardi pour les manifs sur les retraites. Enfin, les catastrophes naturelles ont coûté 10 milliards d'euros aux assureurs français l'année dernière, du jamais vu depuis 1999. Les vraies voix Sud Radio. C'est un camouflet pour Bernard Laporte. Il a perdu son référendum interne à la Fédération française de rugby à un peu plus de 51%. Les clubs de rugby ont refusé de désigner son candidat Patrick Buisson pour le remplacer à la tête de la FFR. Le temps de son appel dans la condamnation dans l'affaire du maillot du 15 de France. Revers pour le camp Laporte à quelques mois de l'ouverture du tournoi à destination, à 7 mois aussi du mondial de rugby en France. La ministre des Sports prend acte de ces résultats. Elle annonce se rendre demain à la Fédération de rugby pour l'ouverture du comité directeur qui va évidemment étudier les suites possibles. Et venons-en à cette solution trouvée par la Nièvre pour sortir du désert médical. Des médecins volants au sens propre. Un pont aérien mis en place depuis ce matin. 8 médecins arrivés vers 9h sur le tarmac de Nevers. 200 000 habitants. Ils passent la journée, ces médecins, sur place avant de repartir à Dijon ce soir. Et ça devrait recommencer comme ça une fois par semaine face à la pénurie à Nevers de pneumologues, de cancérologues, de gynécologues dans ce chef-lieu de la Nièvre. Un trajet de 35 minutes en avion contre 3 heures en voiture ou 2h15 en train. 2 généralistes de SOS médecins sont également du voyage. Cet hôpital départemental de Nevers, c'est le plus éloigné d'un CHU en France, justifie le maire LREM de Nevers face aux critiques sur le bilan écologique de l'opération. Une mesure qu'il espère temporaire, le temps d'attirer de nouveaux médecins. Non, mais Ça vous honnêtement, choque?
Non mais franchement, on se croirait dans un pays du quart-monde ou du tiers-monde. Qu'est-ce que c'est cette histoire de pont aérien? Non mais franchement, je trouve entre ça... Nevers et Dijon. Hein, non mais franchement, et entre Nevers et Dijon, donc il y a forcément des moyens. Moi je vois dans nos petits bleds des Pyrénées, ils arrivent à attirer maintenant des médecins pour se réinstaller. Oui, mais dans l'urgence. Mais oui, l'urgence, non, ça s'installe dans la durée. Mais une fois par semaine. Ça ne s'installerait pas dans la durée. Une fois par semaine, qu'est-ce que ça veut dire faire venir des cancérologues? Mais honnêtement, je suis... Et vous savez combien de temps il faut pour avoir un rendez-vous avec un généraliste? Non, mais je sais très bien. Bah oui, alors un spécialiste, n'en parlons pas. Moi, vous m'étonnez en disant que dans certaines régions, on parvient à avoir des médecins. On y arrive, bien sûr. Parce que c'est vraiment le gros problème. On y arrive, il y a des médecins qui s'installent, souvent des médecins étrangers, des Roumains, des gens... Et ça marche très bien, et ça fonctionne très bien. Le temps que ça arrive, il faut bien qu'on soit... Je trouve ça dingue quand même. Là, ça paraît évidemment un peu délirant, oui, c'est délirant, franchement. Mais en général, dans d'autres services publics, et je l'ai vu dans le judiciaire, ça peut être une solution. Dites-nous si ça vous choque. 0826 300. Sébastien Ménard de réagir. Mais des audiences. Oui, c'est 200 km, c'est 35 minutes, c'est 5600 € à chaque par jour. Voilà, l'aller-retour. Oui. Oui, ça peut paraître choquant. Maintenant, je pense que la volonté de ce maire Renaissance, que je ne connais pas, est d'alerter, en tout cas les pouvoirs publics. Oui, on est d'accord, c'est plus spectaculaire. Évidemment. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ce matin, il y avait 15 perches et il y avait une vingtaine de journalistes. Le but, c'est évidemment de dire, c'est pas normal que ça soit le contribuable de Nevers qui paye 22 ou 23 000 € par mois pour avoir des médecins chaque semaine. C'est pas sérieux. Félix Mathieu, la mairie de Paris sera fermée mardi prochain, annonce Anne Hidalgo. La maire de la capitale répond à l'appel du secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, relayait le choix de maires communistes de fermer leur hôtel de ville mardi prochain pour permettre aux agents de manifester contre la réforme des retraites. Bingo, lui répond Anne Hidalgo dans Télématin sur France 2. Moi, je réponds à son appel. Il dit des mairies solidaires. Bien sûr, il y a des services publics qui doivent continuer, je pense à l'état civil, mais l'hôtel de ville de Paris sera mairie solidaire le 31. Vous savez, il n'y a pas besoin de sondage, il suffit de voir ce que produirait cette régression appelée une réforme pour les femmes ou pour des personnes qui sont dans des métiers très difficiles. De son côté, Rachida Dati, chef de l'opposition parisienne, fustige, je cite, une mesure gadget. En tout cas, la grève reprend dès aujourd'hui dans les raffineries, les centrales EDF et pour 24 heures dans les ports et les docks. On y revient dans quelques minutes avec votre grand débat du jour. Et ça, Philippe Bilger? Moi, à la fois, ça ne m'étonne pas de la part d'Anne Hidalgo qui vient offrir une solidarité qui lui a été demandée, mais je ne sais pas pourquoi, je trouve tout de même qu'il y a quelque chose de malsain dans cette manière de fermer une mairie mardi en affichant un soutien total et absolu à la grève. Ça me gêne, mais j'admets que mon argumentation peut être défaillante. Moi, pas du tout. Pas du tout, François. À partir du moment où il y a la continuité du service public, ça me va très bien. Là, c'est à minima, c'est scandaleux. Ah bah merci, Sébastien Ménard. Pas les grèves, ça c'est sûr, Ménard. On continue. Et c'est un record depuis 1999. Les catastrophes naturelles ont coûté 10 milliards d'euros aux assureurs français en 2022. Orage de grêle, tempête, inondation, sécheresse, 10 milliards d'euros. C'est 3 fois plus que les années précédentes. Depuis 2017, France Assureurs avait constaté une addition de 3,5 milliards par an dans l'Hexagone en moyenne. Premier responsable de cette somme de 10 milliards d'euros, donc l'année dernière. Les tempêtes entre mai et juillet, avec un coût total à elle seule pour ces tempêtes de 6 milliards 400 millions d'euros pour les assureurs, ont suivi les épisodes de sécheresse avec des dégâts sur les maisons, les fissures et les incendies de l'été. Les assureurs mettent en cause des grêlons de plus en plus gros. On est passé schématiquement des balles de ping-pong aux balles de tennis, nous disent ces assureurs. Ce qui les préoccupe évidemment, c'est que ça promet de ne pas s'améliorer dans le futur, avec des zones touchées désormais qui ne l'étaient pas jusqu'ici, comme par exemple, on l'a vu cet été, la forêt de Brocéliande en Bretagne, victime des incendies. Le parti d'Emmanuel Macron pourrait exclure un député pour consommation de cocaïne. Renaissance examinera lundi l'exclusion du député des Hauts-de-Seine, Emmanuel Pellerin, accusé de consommer de la drogue, de la cocaïne. Si les faits sont avérés, il porte gravement atteinte à l'image du Parlement, mais aussi à l'image du parti dont il est adhérent, a indiqué un porte-parole de Renaissance. Tout vient d'un article publié hier. Mediapart assure qu'Emmanuel Pellerin a consommé de la cocaïne
avant mais aussi après son élection à l'Assemblée nationale en juin dernier. Lui assure avoir arrêté lors de son entrée en politique. Il explique avoir rencontré par le passé des difficultés personnelles. Selon Mediapart, c'est le jeune fils de ce député, jeune fils âgé de 11 ans, qui aurait raconté à sa psychologue que son père lui aurait présenté une boîte de stupéfiants. Mediapart assure que ce député aurait consommé de la cocaïne, notamment par exemple pour fêter son élection au mois de juillet. Selon le parti présidentiel, désormais, Stéphane Séjourné, le chef de file de Renaissance, devrait demander son exclusion du parti. Ça nous regarde ou pas? Je ne sais pas si ça nous regarde. Est-ce que ça nous regarde, ce que c'est... Ah oui. Non, mais c'est une question, c'est une vraie question. Je trouve que ça nous regarde, Cécile. Alors, il y a ce qui a été classé, c'est la provocation, l'épisode avec son jeune fils. Mais pour le reste, il semble acquis, comme l'a dit Félix, qu'il a consommé avant et après de la cocaïne et on ne décide pas de poursuivre. Moi, c'est pas uniquement ce député qui me pose un problème. J'ai l'impression que les parquets, à l'égard de personnes privilégiées, parlons net, n'ont pas véritablement un grand empressement pour poursuivre les infractions qui sont constatées. Je suis très heureuse que vous disiez ça, je partage votre point de vue, je pense que c'est le bal des faux culs. Pourquoi ? Parce que si on commençait à faire des descentes chez bon nombre d'élus, chez bon nombre de personnalités publiques, je pense que des lignes de coq, on en trouverait beaucoup, mais je crois qu'il y a une vraie complaisance en réalité par rapport au show business et aux guests et au star system. Je pense qu'il y a une complaisance et du coup, je trouve que c'est très bien pour une fois ce que fait Renaissance. Oui, bien sûr. C'est compliqué d'être député, de voter des lois et d'être consommateur de cocaïne. Eh ben, on va continuer Même notre... si votre question est super. Parce que est-ce que ça nous regarde ? Je suis un peu gênée, moi aussi. Oui, c'est ça. Je suis un peu gênée par la chose. On va continuer notre ligne droite avec Sud Radio, bien entendu. Oh, ça va. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, bien entendu, Sébastien Ménard, notre entrepreneur dans la food tech. Et vous, 0826 300 300, vous êtes chez vous ici. C'est vous qui nous accompagnez, en tout cas jusqu'à 20h. 0826 300 300. Dans un instant, les mouvements sociaux dans l'énergie et la SNCF. Les grévistes ont-ils raison pour vous ? Eh ben, vous dites oui à plus de 75%. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et pourquoi on dit les vraies voix comment on sait d'ailleurs que c'est les vraies voix? Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard, comment on le sait sur Sud Radio que c'est des vraies voix? C'est très simple, oui. Cécile, de mon point de vue. D'ailleurs, on aurait pu être appelé comme ça. Pour être de vraies voix, il faut être des voix libres. C'est ça. Et donc, on entend qu'on est libre. Ah, c'est ça. J'en suis persuadé. La voix est libre. Vous pensez que vous êtes libre alors qu'on vous tient comme ça à la poigne? Voilà. Non mais lui, il nous achète avec des saucissons. On est super libre. On achète avec la Vosgienne et des saucissons. Vous avez une poigne tout de même assez délicieuse. Passe-moi le sel, passe-moi le poivre. J'ai dit une poigne. Hein. Oui, je crois que j'ai un ticket avec Philippe Bilger. Je dis ça, je dis rien. Bienvenue. En tout cas, c'était l'émission vous appartient, c'est la vôtre. Vous êtes les bienvenus. 0826 300 300. Notre auditeur du début. Eh ben notre auditeur du début, il vous embrasse. Voilà, il est dans le bain avec nous. Allez, tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les syndicats se sont mis d'accord pour une nouvelle journée de grève et de manifestation. À la SNCF, plusieurs syndicats ont déposé un préavis de grève. Oui, il y a possibilité qu'il y ait des journées d'action pendant les vacances scolaires. Les salariés des ports et docks sont appelés à se mobiliser, tout comme les salariés de l'industrie pétrolière, appelés à débrayer pendant 48 heures. Le but, c'est de gagner. Voilà, et tout le monde aura bien compris qu'on ne gagnera pas en faisant une journée de temps en temps. Plusieurs centrales seront bloquées chez EDF. La CGT envisage de fournir gratuitement de l'électricité à certaines écoles et hôpitaux. Le but, c'est effectivement qu'il y ait d'autres secteurs professionnels qui viennent. Pour les syndicats, c'est la seule façon, en fait, de pouvoir faire un levier, mais c'est toujours sur les mêmes que ça tombe. Et ce mouvement social dans l'énergie et à la SNCF, les grévistes ont-ils raison selon vous? Vous dites oui à 78%, la CGT qui appelle aujourd'hui à la grève et demain dans les raffineries, les centrales électriques et les docks et les ports, tout comme la CGT cheminot à la RATP qui appelle à rejoindre ces initiatives prévues. Philippe. Oui, Cécile, l'objectif de la manœuvre est selon la CGT d'aller chercher encore plus de grévistes. Je le redis, un peu comme Nicolas Sarkozy voulait aller chercher la croissance avec les dents. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à faire venir défiler plus de gens le 31 janvier prochain? Vous êtes gréviste, vous avez fait la grève aujourd'hui, vous allez la faire après, vous allez défiler ou vous êtes contre ces grèves? On vous attend au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Axel Persson, est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir. Personne, pardon, excusez-moi. Secrétaire général de la CGT cheminot de Trappes et conducteur de train. On va faire un petit point, si vous le permettez, avec nos éditorialistes avant de démarrer avec vous. Philippe Bilger, Paysan 47, nous dit sur les réseaux sociaux, faire des cadeaux aux usagers serait bien mieux que de les bloquer. Moi, Françoise l'a dit tout à l'heure à l'égard de Sébastien, je suis pas un fanatique de ces journées, objectivement. Mais le problème n'est même plus là. Je pense que le mouvement qui a déjà été ample la première fois va s'amplifier à partir du 31 parce qu'il est porté par son propre succès et une adhésion de plus en plus considérable, me semble-t-il, de l'opinion publique. Et à tel point que même si on est hostile au projet, on ne peut pas s'empêcher de regarder avec une sorte de curiosité citoyenne ce qui va se passer entre l'affrontement et l'opposition de la rue et ce qui va se passer au Parlement. Ça va être très intéressant à observer pour ceux qui peuvent prétendre se détacher du projet lui-même. Françoise Degois, les Français reconnectent avec les syndicats? Absolument, oui, et c'est une vraie presque divine surprise qui s'est passée jeudi, et les syndicats ont tout à fait raison de battre le fer pendant qu'il est chaud, et moi je suis absolument persuadé qu'il y aura autant de monde, au moins autant de monde le 31 janvier, c'est croissant. Pourquoi? Parce que vous regardez d'ailleurs dans les enquêtes d'opinion, hein, imaginez qu'en une semaine, entre jeudi dernier et aujourd'hui, l'adhésion aux grévistes a augmenté de 8 à 10 points. Selon les enquêtes d'opinion, la moyenne c'est 8 à 10 points. Quand vous regardez les ventilations, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que par exemple on prend les électeurs de droite, des Républicains, ils sont plus de 54-55% à être opposés à cette réforme. Ce qui fait que l'extérieur, qui en plus de ça n'a pas été violent, et pour nous tous c'était très important que ça se passe dans le calme, oui, l'extérieur peut faire bouger le Parlement. Donc ils ont absolument raison de battre le fer pendant qu'il est chaud, et surtout, quelle union syndicale, messieurs et mesdames, je vous félicite, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une unité syndicale qui paraît incassable et qui va l'être, je pense, encore longtemps. Alexandre Bersol se sent pousser des ailes. Mauvaise surprise pour l'exécutif et la majorité? Mauvaise surprise, non. Je ne les imagine pas et je les sais non surpris. Voilà. Donc il y a évidemment une adhésion populaire à ce mouvement de contestation du projet gouvernemental. Après, les grévistes ont droit de faire grève. Les grévistes, de leur point de vue, ont même raison de faire grève, puisque quelque part, il y a celles et ceux qui s'opposent, il y a celles et ceux, comme le dit Françoise, puis il y a celles et ceux qui n'aspirent qu'à amender, je dirais, ce projet de réforme des retraites. Après, le vrai sujet, c'est la communication gouvernementale qui dit que la porte est ouverte, qu'on a déjà négocié, on peut négocier encore, etc. etc. Bon, moi j'ai la faiblesse de croire qu'il n'y a pas nécessairement une envie farouche d'ouvrir le jeu et de négocier. Après, voilà, il y a la grève et il y a les conséquences que ça va avoir sur la quotidienneté, sur la vraie vie des gens, c'est-à-dire que celles et ceux qui veulent continuer à se déplacer, celles et ceux qui veulent continuer à bosser, et voilà, 48 heures, pourquoi pas. Au-delà, ça sera la chienlit et le bordel. Moi, je crois que c'est un mauvais pari que fait le gouvernement. Contrairement à ce que dit Sébastien, je pense que le gouvernement est assez désarçonné par ce qui s'est passé jeudi et par l'unité syndicale, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. La présence de la CFDT fait beaucoup. Avec nous, Axel Personne, je le rappelle, secrétaire général de la CGT cheminot de Trappes. Quelle est votre réaction au tour de table des vraies voix, Axel? Disons que déjà on part du même constat tous, c'est que la mobilisation du 19 janvier était une réussite tant en termes de participation à la manifestation que en participation à la grève, et surtout là où je voudrais ajouter quelques précisions, c'est que bien évidemment la grève était très forte, par exemple au chemin de fer où je travaille, ou par exemple dans mon établissement on atteignait par exemple 80% de grévistes, mais la participation de plusieurs salariés d'entreprises du privé est également très significative. Par exemple, dans le département des Yvelines, les ouvriers de l'usine PSA Stellantis à Poissy, ainsi que ceux de Renault-Flin, mais il y a plein d'autres exemples, étaient massivement mobilisés dans la grève. On les a vus dans les manifestations, et ça, c'est un point d'appui très important et très précieux pour l'avenir, parce que ce qui va nous permettre réellement de gagner, si on gagne, c'est s'il y a des bataillons significatifs dans le privé qui rentrent dans la grève et qui restent dans la grève et qui participeront jusqu'au bout. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais en tout cas, c'est notre stratégie et c'est ce à quoi
comment on essaie de s'employer. Et pour l'instant, on peut plutôt dire qu'on a du vent dans les voiles, jusqu'à où, j'espère, jusqu'à la victoire. Mais ça, on le découvrira au fur et à mesure du mouvement qu'on arrive à construire. Sébastien Ménard veut dire un mot. Oui, moi j'aimerais vous poser une question, monsieur, bonsoir. J'aimerais savoir si le dessin que vous voulez proposer aux Français, c'est comme vos conducteurs, c'est-à-dire prendre la retraite à 52 ans. Ah oui, ça ce serait en effet, vous touchez du point une revendication historique du mouvement ouvrier qui est la réduction du temps de travail, que ce soit dans la semaine ou dans la vie. Donc bien évidemment que la revendication qui est portée, c'est que, vous savez, on dit parfois qu'on a des régimes spéciaux, mais c'est pas nous qui les avons rendus spéciaux. C'est au contraire, c'est les différents gouvernements successifs qui se succèdent depuis la Deuxième Guerre mondiale, parce que à l'époque, je tiens quand même à le rappeler, une fois la Deuxième Guerre mondiale terminée, il était convenu à l'époque que progressivement le régime général convergerait en termes de standards vers les régimes les plus favorables de l'époque. Et au fur et à mesure que le pays se reconstruirait, que le PIB augmenterait, que le pays s'enrichisserait à nouveau. Aujourd'hui, presque 70 à 80 ans plus tard, le PIB a quadruplé, voire même multiplié par 10 selon certaines façons d'analyser les choses. La productivité a augmenté de manière considérable, les richesses également. Donc il y aurait moyen aujourd'hui d'étendre nos droits à l'ensemble des salariés, à commencer par ceux des travailleurs les plus pénibles dans le BTP, y compris dans les hôpitaux, y compris ceux qui travaillent par dehors sur les équipements dans les voies, par exemple, sur les routes. Bien sûr qu'on voudrait les étendre, bien sûr qu'on le veut. Vous ne bougez pas, vous restez avec nous, 0826 300 300, notre vraie voix auditeur Didier est avec nous. Didier, vous vouliez réagir forcément sur cette mobilisation que vous soutenez? Absolument, vraie voix, je ne sais pas, mais en tout cas oui, je soutiens Moi, ce qui me sidère, c'est... alors, je ne sais pas si c'est de l'incompétence, de l'impréparation, de l'irresponsabilité, enfin, mais ce gouvernement, depuis 2017, que ce dossier semble-t-il étudié en haut lieu, qui a fait l'objet d'un haut commissaire aux retraites, comment arriver là, dans la période où nous sommes, à avoir les imprécisions qui sont quand même lamentables et ridicules, à une émission spéciale sur BFM concernant ce dossier, ce sujet, pendant plus d'une heure et demie. Alors BFM, j'ai cru comprendre qu'ils avaient été briefés particulièrement, mais les réponses invraisemblables du ministre en charge de ce dossier, c'est comment on arrive aujourd'hui à avoir la situation qu'évoquait le syndicaliste qui s'est exprimé avant moi, mais aussi par exemple, toutes les personnes qui ont entre 59 et 62 ans, qui sont au RSA, qui sont au chômage, pour qui on va rajouter 2 années de galère. L'étude de cet impact, elle est où? Personne répond, enfin, si ce n'est des propos évasifs et ridicules. La situation des femmes, là aussi, et même un ministre du gouvernement n'a pas pu se retenir devant l'évidence de cette situation. De dire la vérité. Non, c'est Franck Riester qui est impensable, invraisemblable, surtout dans le contexte, la situation. Et moi, je crois, comme ça a été dit par Françoise et d'autres, le mouvement ne va que s'amplifier. En plus, il y a le sujet des retraites qui est majeur et aux conséquences fortes tous les jours sur la vie de chacun d'entre nous. Mais on sait bien qu'il y a plein d'autres sujets qui viennent s'interférer à cette manifestation, à ce mouvement, à ce mécontentement. On va faire réagir les vraies voix. Philippe Bilger. J'aimerais demander à Axel Persson son point de vue sur l'interrogation suivante. On est tous d'accord, me semble-t-il, sur le fait que l'ampleur de l'opposition syndicale et populaire va augmenter. On peut la tenir pour acquise. Mais que se passe-t-il de votre côté s'il y a une victoire parlementaire du gouvernement? À quel moment considérez-vous est-ce que vous continuerez à vous battre par d'autres moyens, ou est-ce que cette défaite parlementaire signera la fin de votre lutte syndicale? Je l'espère pas. Enfin, déjà, notre mot d'ordre, c'est le retrait du projet de loi. Mais il y a aussi une multitude d'exemples de projets de loi qui ont même été votés par le Parlement, qui n'ont jamais été appliqués. Le plus récent d'ailleurs d'entre eux, c'est le projet de réforme de retraite de 2019-2020. On oublie que cette précédente attaque avait été votée en première instance, on n'a pas l'Assemblée, enfin votée, ça avait été fait par 49.3. Elle avait donc passé le premier obstacle législatif, mais finalement n'a jamais été appliqué du fait de décisions politiques ultérieures par le gouvernement qui, sur recommandation du patronat, lui enjoignait de ne pas remettre le couvert sur cette réforme pour pas recréer des mobilisations dans le contexte du post-premier confinement. Donc c'est tout à fait possible. Il y a le CPE qui avait été voté par l'Assemblée et le Sénat qui n'avait jamais été appliqué. Donc en fait, on ne va pas s'arrêter, se caler uniquement en fonction du calendrier parlementaire. Notre objectif, c'est que cette loi soit retirée ou ne vient jamais à s'appliquer. C'est ça notre objectif de lutte. Et quand ça s'arrêtera, ce sera quand cet objectif sera atteint
ou que les travailleurs mobilisés en décideront autrement. C'est toujours comme ça que ça se passe au final. Est-ce que Sébastien Ménard, dans cette histoire de retraite, de réforme des retraites, on va y arriver un jour? Parce que là... Si j'écoute Monsieur Personne qui nous dit que la retraite à 52 ans pour tous, c'est finalement le paradis promis sur Terre, et notamment en France, je me dis qu'on n'est pas prêt de régler le problème. Voilà, parce qu'on est en total décalage avec la réalité de ce qui se passe dans le monde. Bon, je ne vais pas ressortir la litanie comme que nous partageait Didier, notre auditeur, sur la piteuse prestation d'Olivier Véran sur BFM face à Bardella et consorts, parce qu'il était très mauvais. Et il était très mauvais. Il faut en convenir, et il n'y a pas de débat là-dessus. Mais si aujourd'hui on doit faire tomber cette énième tentative de réforme des retraites pour tenter de faire croire aux Français que le PIB, la richesse, etc., vous vivez sur quelle planète, monsieur? Moi, je suis entrepreneur. Je vais terminer, Françoise. C'est très compliqué aujourd'hui. Enfin, c'est très compliqué d'embaucher. C'est très compliqué de faire fonctionner nos entreprises. C'est très compliqué d'honorer, je dirais, nos carnets de commandes. C'est très compliqué de tout, en fait. Et vous nous dites que l'apanage, finalement, c'est la retraite à 52 balais pour tout le monde. Je me dis qu'on vit pas sur la même planète. Excusez-moi, moi je vais m'inscrire en faux. 52 balais, ça veut dire déjà que tu crées des emplois et que tu fais partir des gens bien avant et que des jeunes les remplacent. Donc il faut arrêter avec ce que disait que disait Alexandre, c'est que le point de départ du bien sûr, le point de départ du Conseil national de la résistance, c'est qu'effectivement on fait des régimes spéciaux et qu'il faut tendre vers le mieux-disant social, ce qui n'a jamais été fait. C'est ça qu'il disait. On est en 2023. Donc, excuse-moi, le rabâcher toute la journée que les autres font comme ça et qu'il est temps qu'on fasse comme eux, ça ne veut rien dire, c'est bullshit, pardonnez-moi de vous le dire. Pour preuve, la semaine dernière, l'architecte suédois de la réforme des retraites suédoises à 65 ans, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, finalement, on s'est trompé, parce qu'on a fait, comme tout le monde, l'Italie 69 ans, les gens arrivent dans un état pitoyable. Je pense que bien connaître l'Italie pour savoir à quel point ça pose de problèmes. Eh bien, on s'est trompé parce qu'on est arrivé à une paupérisation, finalement, des retraités, parce que les gens à 63 ans, 64 ans étaient épuisés, ils sont partis avant et du coup ils ont perdu 40%. Donc l'argument idiot qui n'a aucun sens de dire c'est parce que les autres le font qu'il faut le faire est un argument qui n'a aucune prise. Les gens ne sont pas idiots, ils font leur compte, ils ont bien compris que cette réforme n'est pas nécessaire, ils ont bien compris que c'est encore la classe moyenne massivement qui va raquer pour combler des trous de l'État ailleurs, parce que c'est ça la réalité et la finalité. Et donc les Français disent non. Et moi je pense qu'on peut faire bouger le Parlement, bien sûr. Mais c'est quoi le point de bascule finalement de cette retraite? C'est quel âge? Pour que tout le monde puisse se mettre d'accord. 62 ans, c'est très bien. Je pense qu'on ne peut pas avoir la double peine, Cécile. On ne peut pas avoir l'allongement des annuités et le recul de l'âge légal. C'est la double peine, en réalité. On ne se rend pas compte. Nous, on est là en train de piapiater, ou moi, en disant oui, un an, qu'est-ce que ça peut faire? Mais ça fait beaucoup, un an. Un an et demi, ça fait beaucoup dans la vie de quelqu'un, surtout quand il est en fin de parcours. Donc, la réalité, c'est que cette réforme n'est pas nécessaire, à part pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, pour aller boucher des trous ailleurs. Les gens l'ont compris. Donc, moi, je pense qu'on peut faire bouger le Parlement et Emmanuel Macron. Oui. Axel Persson, comme Thierry Dufresne, vous demandez que finalement une généralisation de la grève pour toucher l'économie? Bien sûr, c'est la stratégie. Nous, évidemment, les cheminots, on prendra toute notre place dans le mouvement et par la grève, y compris la grève reconductible qui sera posée. Mais ce qu'on dit, c'est que ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire que les cheminots soient en grève, que les agents de la RATP soient en grève, ou même que les raffineurs soient en grève. Ce qu'il faut, c'est que dans l'ensemble des entreprises du public et du privé, la question et l'organisation de la grève soient posées pour qu'on puisse gagner. Parce que la grève, c'est affronter le patronat sur le terrain économique, sur le terrain social, le terrain politique, parce que c'est eux qui vont bénéficier de cette contre-réforme. Et donc c'est eux qui en sont les réels commanditaires, donc c'est eux qu'on affronte sur le terrain de la grève. Et c'est ça qu'on dit, et donc il faut le faire partout et pas que au chemin de fer. Merci beaucoup Axel Persson d'avoir été avec nous, secrétaire général de la CGT cheminot de Trappes et conducteur de train. On viendra d'ailleurs dans votre train, on a dit un jour que dans la cabine, si on peut un jour, bah oui, conduire des trains. Ah oui, c'est génial dans la cabine du TGV. Comme ça on met Philippe David dans un train mais qui ne s'arrête jamais. Au bout d'un moment, il n'y a plus de rail. Sur la ligne droite, tu sais, dans la vallée du Rhône, je t'y vois bien.
bien, 380, ça défrise les cheveux que t'as pas, c'est bon. Ça. On parlait de cocaïne tout à l'heure, il dit qu'il n'y a plus de rail. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, César? Comme quoi, il est fort, ça, Philippe David. La bonne nouvelle, c'est qu'avec une retraite à 52 ans, il n'y a plus que Cécile et moi sur ce plateau. Hein. Ah ouais, c'est ça. Allez, bonsoir, au revoir, merci. Merci de nous avoir voilà. Parce qu'elle les a eus. Tu sais que ton problème à toi, c'est qu'un jour tu les auras et que ça sera choquant, ton rire de hyène de post-adolescent avec tes 60 ans. Ça sera hyper choquant. Allez, ça tombe bien que vous fassiez rire notre ami Sébastien Ménard, puisqu'on va rire avec le quiz de l'actu dans quelques instants. Et notre auditeur joyeux Didier sera avec nous pour vous contrer. Attention, tremblez. Il n'a pas choisi encore. Non, mais ça peut être vous, Philippe Bilger. Attention, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix avec nous jusqu'à 19h. On est en direct sur Sud Radio avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois et avec notre patron de la Foodtech, Sébastien Ménard, qui était avec nous, spécialiste maintenant du basket. Le basket, avec ses casquettes. Il est très bon pour mettre la main au panier. Ça au basket, hein. Oui, non, c'est la natation, là. Non, ça, c'est la natation. Tu vois bien, natation synchronisée. Non, parce qu'on rentre, là je driblais, Françoise Degois, je driblais par terre et tout à coup, bam, panier. Tu marques au buzzer, toi. Ouais, c'est ça, exactement. Elle fait des dunks. Ouais. C'est le genre qui marque au buzzer. Elle maîtrise le champ lexical, Françoise. Hein, la sémantique, Françoise, la sémantique. J'aime la NBA, mais je comprends pas tout, mais j'adore. Moi, Françoise, c'est comme dans la politique, vous ne comprenez pas tout, mais vous adorez. Tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Oh, ça va, on déconne. Et l'autre qui se marque comme un débile. On dirait que c'est la meilleure blague de ta vie de tout l'univers. Franchement, elle est très bonne. Et notre invité de choix qui est avec nous, notre vraie voix auditeur, c'est Didier. Didier, vous êtes là, tout va bien? Je suis toujours là, oui. Alors Didier, vous avez eu à peu près une petite heure pour voir à qui était le plus vulnérable ou l'homme ou la femme de la situation. Vous avez décidé de jouer contre qui? Le plus vulnérable, je ne sais pas, mais en tout cas le plus sportif peut-être, donc Sébastien. Aïe. Bon, sportif, c'est vous l'avez pas vu en vrai. Hein. Non, il joue contre toi, tu vois, c'est un jeu contre-intuitif, Sébastien. Il joue contre toi, le gars. Voilà, bon, c'est super, on va vous aider à gagner. Bilger et moi, on est prêts pour écraser. Donc Didier, vous avez... Et François sont avec moi, c'est ça? Oui, on est avec vous. Philippe Bilger et Françoise Degois sont avec vous. Allez, c'est une question anniversaire. De quel chanteur fête-t-on l'anniversaire aujourd'hui? Michel Sardou. Michel. Elle a pas compris qu'elle jouait pas avant l'auditeur. Donc non, elle a le droit de jouer en même temps. Oui, puis tu peux me servir de buzzer. C'est quelle Macronie? Les règles ont changé à notre avantage. Et Didier, vous savez chanter? Oui, mais pas Michel Sardou. Et pourtant, il va falloir. Il va falloir. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. C'est ma dernière volonté. C'est la seule fois où La Michel France, en vous entendant, ne vous appellera pas. Vous savez que c'est la seule fois où Michel Sardou a été félicité par les ouvriers de Saint-Nazaire. C'est une belle histoire. C'est une vraie histoire. Ouais, c'est une très belle histoire. 2 points. Et une question. 2 points pour nous, mon ami. Qui a dit? Une question qui a dit? Qui a dit? On peut parier que les LR rouleront piscine pendant l'examen du texte sur la réforme des retraites. Ah ben Mélenchon? Non. Ruffin? Non. Attendez. Oui, bonne réponse. Mais Didier, on s'en fout, mais on est ensemble. Non, c'est moi qui suis dans l'embarras là. On est en train d'écraser les nains. C'est Aurore Berger. Attendez, on n'entend pas Didier. Didier, alors ce qu'on va faire, c'est que comme vous êtes un petit peu loin, on va d'abord vous laisser faire des propositions et ensuite, parce que là, sinon, on vous entend pas. Oui, mais imaginez qu'il ait la bonne réponse. C'est ça. Voilà, choisir de bons partenaires, c'est important aussi. Oui, Didier, vous n'aviez pas la bonne réponse sur les deux, si? Non. La deuxième, non. La première, oui. Oui, voilà. Question réseaux sociaux. Quelle personnalité va pouvoir faire son grand retour sur Facebook et Instagram après 2 ans d'exclusion? Trump, non? Bonne réponse. Collégial avec Didier. Effectivement, Donald Trump. Voilà. J'avais 3 propositions. J'avais Benjamin Griveaux pour sa sextape. J'avais Donald Trump et Françoise Degois pour les bêtises qu'elle écrit sur les réseaux sociaux. Vous savez que non, mais quand on aime, on ne compte pas continuer. La baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. On gagne, Didier. Hein. Allez, 6-0. Merci. C'est une question Kikadi, mais qui n'est pas Kikadi. Quelle grande mobilisation nocturne aura lieu cette nuit pour la 6e édition? Un marathon? La nuit de la solidarité. Bonne réponse.
très fort, il est très fort, il est très fort. Didier, vous êtes mon idole. Alors rappelons quand même ce qu'est la nuit de la solidarité, parce que c'est très important. C'est ce qui veut dire que des milliers de bénévoles cette nuit vont reporter des rues dans une quarantaine de villes de France françaises, en tout cas de France française, bien sûr, de villes françaises, pardon, et pour dénombrer le nombre de personnes sans abri. C'est la sixième dans une France française. T'es vraiment. Alors, t'as un problème avec le bois, le champ lexical. Excusez-moi. Sécurité. Est-ce que quelqu'un. Il faut faire sortir Françoise, s'il vous plaît. Françoise de Gaulle, la sortie, c'est par là. Allez, la dernière question. Question podium. Oui. Quel est le service public le plus compliqué à joindre par téléphone? La sécurité sociale. Bonne réponse de Françoise de Gouard. Elle ne réfléchit même pas, elle répond. Et on est à 10-0. Voilà. Mais c'est du vécu. Avec toutes ces pathologies psychologiques, elle passe son temps à appeler la Sécu. Alors, pour avoir un remboursement. Appeler la Sécu, à chanter Michel Sardou, à faire la nuit de la solidarité et à discuter avec Aurore Berger. Bon, Didier, je vous ai laissé gagner. Vous allez passer une soirée avec Françoise. Voilà. Elle vous invite à dîner. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Non, mais au moins, on aurait des choses à se dire. Didier. Vous allez parler retraite, 52 ans, la grève, tout ça, le blocus. Mon petit Didier. De temps, je ne sais pas, mais retraite, oui, certainement. Ne dites pas avec plaisir avant d'avoir passé cette soirée avec François. Vous avez vu que Mayenne est mauvaise. Le Didier, est mauvais perdant. merci, vous avez gagné. Vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix. Aujourd'hui, on parle de pas mal de choses et on va revenir dans quelques instants sur les votes du club de rugby contre la nomination de Patrick Buisson, chose importante avec notre consultant Sud Radio Philippe Spanghero. Et puis on reviendra aussi dans le tour de table des vraies voix, des sujets qui nous intéressent, en tout cas qui intéressent les vraies voix. Si vous les commentez, 0826 300 300. À tout de suite. Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est les vraies voix sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise Degois et puis notre ami entrepreneur dans la foodtech, Sébastien Ménard. Et on va revenir sur cette information importante. Le vote des clubs de rugby contre la nomination de Patrick Buisson à la place de Bernard Laporte à la tête de la Fédération française de rugby. Alors c'est un coup de... C'est énorme, c'est un énorme coup dans le monde du rugby. Pour en parler, Philippe Spanghero est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Consultant Sud Radio. C'est un coup de tonnerre, Philippe Spanghero. Oui, c'est un vrai coup de tonnerre. Les clubs se sont exprimés très massivement en plus, puisque il y a plus de 90% des voix qui se sont exprimées. On ne pensait pas qu'il y ait une telle adhésion des clubs. Ça montre que le sujet inquiète les acteurs du rugby en cette année particulière de Coupe du Monde et ça donne encore plus de retentissement à ce refus de la candidature de Patrick Buisson. Est-ce que c'est une motion de défiance pour l'actuelle équipe dirigeante ? Bien sûr, puisque on peut considérer que l'équipe dirigeante a privé quelque part le monde du rugby de la dimension démocratique, puisque dans ce référendum, il aurait très bien pu, la gouvernance aurait très bien pu proposer plusieurs candidats et que le monde du rugby s'exprime en choisissant son représentant. Et là, le fait que ce soit Bernard Laporte, condamné en première instance, qui, en même temps qu'il se met en retrait, choisisse lui-même son successeur et essaie de l'imposer au club, on peut bien sûr considérer que ce non, c'est pas un non à la personne de Patrick Buisson, mais un non à la politique de cette gouvernance. Philippe Bilger. Philippe, est-ce que depuis toujours, il y a eu une défiance du rugby amateur à l'égard de Bernard Laporte et de sa conception du rugby ? Non, je crois que cette défiance n'a pas toujours été là. La preuve, puisque Bernard Laporte a été élu en 2020 pour un deuxième mandat de justesse, à un peu plus de 51%. Mais d'un point de vue démocratique, la majorité des acteurs du rugby amateur lui avaient attribué leur confiance. Et aujourd'hui, clairement, cette confiance est rompue. Françoise Degois. Philippe Spanghero, question simple, comment est-ce qu'on sort de cet imbroglio ? Parce que là, moi je suis personnellement assez contente que ce soit une telle gifle, même si c'est ric-rac. Que ce soit une gifle, je veux dire, c'est une réaction très saine, je trouve, du monde du rugby. Moi, je trouve vraiment que c'est très sain. Mais comment on sort maintenant ? Qu'est-ce qui va se passer le jour d'après ? Alors, je vais vous répondre d'abord. Le résultat est ric-rac, mais il est à mettre en perspective.
parce qu'aujourd'hui, l'appareil politique de la Fédération française de rugby a joué à plein au soutien de Patrick Buisson, puisqu'il y a eu quand même un petit scandale démocratique pendant ces 3 jours de référendum. Voilà. Il y a des comités et des ligues qui ont fait des courriers en appelant les clubs à voter Patrick Buisson. Donc il y a quand même Donc eu c'est une bien grosse fait, là, pression. je trouve. Moi, je peux le dire, peut-être pas vous, mais moi, oui. Oui, enfin, il y a quand même eu une grosse pression. Et en plus, l'argument de Patrick Buisson de dire ne changeons rien pour préserver la Coupe du Monde parce que ceux qui voteront contre ma candidature seront responsables de la mise en danger de la Coupe du Monde. Cette culpabilisation des clubs a fonctionné. Beaucoup de clubs se sont dit « je ne veux pas être responsable d'un fiasco d'organisation de la Coupe du Monde ». Donc ce résultat, il est à remettre en perspective avec ces éléments-là. Et ensuite, pour répondre à votre question, on en sort très simplement. Il faut revenir à la raison et dire, bon ben voilà, ce référendum, on l'a laissé se faire, il est sanctionné par la majorité des clubs. Maintenant, il faut leur redonner la parole et organiser dans les 6 ou 8 semaines une élection générale. Pour ça, il faut qu'il y ait une démission du comité directeur. Et pour moi, c'est la sagesse qui doit s'imposer en se disant qu'il y a une responsabilité collective de cette gouvernance. Puisque ce qui s'est passé autour de Bernard Laporte, depuis des années, c'est que le comité directeur a complètement cautionné les postures de Bernard Laporte, complètement cautionné la façon de fonctionner sur l'affaire Altrad, sur le choix du maillot de l'équipe de France, sur toutes ces affaires qui ont amené la condamnation au pénal en première instance de Bernard Laporte. Donc cette responsabilité collective, elle doit être prise. Il faut qu'il y ait une démission du comité directeur qui permet dans les statuts d'organiser des élections très rapidement, entre 6 et 8 semaines, pour qu'on passe très vite à autre chose dès la fin du tournoi Destination. Sébastien Ménard. Aujourd'hui, c'est très clair. Le rugby français a décidé de tourner la page de 20 ans de Bernard Laporte. Moi, je trouve que la manière la plus smart de le faire, ça serait aussi de le remercier pour tout ce qu'il a fait. Parce que on va tous profiter de la Coupe du Monde France 2023, donc dans quelques mois, dans quelques semaines. Moi, je me rappelle qu'en 2016, dans tous les états-majors des différents candidats à l'élection présidentielle de 2017, c'était pas hier, mais c'était juste avant-hier, on ne donnait pas, c'était même pas dans les roadmaps politiques, c'est-à-dire qu'on ne donnait pas une chance à la France d'organiser cette Coupe du Monde 2023. Et Bernard Laporte n'est pas un ami, n'est pas une connaissance, en tout cas très lointaine, mais il faudrait au moins lui reconnaître cela. C'est-à-dire que, certes, il a eu une gouvernance... Mais je crois que personne ne lui enlève ça. Hein. Oui, mais là, on va assister... Enfin, on assiste déjà depuis un petit moment à un espèce de lynchage collectif sur Laporte, sur la grande gueule Laporte, sur la manière de conduire ses affaires, de peut-être, je dis bien peut-être, mélanger ce qu'il peut faire dans le privé, ce qu'il peut faire dans le public, ce qu'il peut faire pour la Fédé, etc., etc. Voilà. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, évidemment, il y a une volonté de toutes celles et tous ceux qui l'ont d'ailleurs soutenu pendant très longtemps, de tourner une page. C'est peut-être sain, je ne sais pas. Le rugby, c'est pas mon sport. En cas de sport professionnel, c'est aussi un peu mon métier. Ça, c'est plutôt sain. Mais il faudrait quand même remercier de manière assez classe celui qui a tant donné au sport français. Oui, Philippe Spanghero. Attention, il y a, pour moi, si Bernard Laporte revient à une forme de raison et adopte une posture qui sert l'intérêt supérieur du rugby, tout le monde sera capable de le saluer. Et à ce moment-là, on tirera le bilan de façon rationnelle sur tout ce que Bernard Laporte a fait de bien, parce que personne ne dit que Bernard Laporte a tout fait mal. C'est son attitude actuelle qui est insupportable. En fait. Aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? C'est que l'opposition au Val Ensemble, qu'on a parfois traité d'opportuniste, pendant la gouvernance de Bernard Laporte, elle a validé 80% des décisions stratégiques de son bureau. Donc tout le monde était d'accord pour dire qu'il y a eu plein de bonnes réformes, que l'énergie de lui et de son équipe a permis d'avoir la Coupe du Monde, mais pour moi, on ne peut pas mettre ça dans la balance de l'éthique. L'éthique doit passer au-dessus de tout ça. Donc, une fois qu'on a dit ça, si Bernard Laporte aujourd'hui arrête cette prise en otage de tout le rugby français et revient à la raison en pensant à l'intérêt supérieur, ce sera le moment en effet de le saluer et de dire ce
qu'il a fait de bien, parce qu'il y a des choses de bien. On en saura plus demain puisqu'un comité directeur se tiendra ce vendredi en présence de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, pour statuer sur les suites à donner aux résultats de cette consultation. Merci beaucoup Philippe Spanghero d'avoir été avec nous, consultant Sud Radio. Et bien sûr, on verra la suite de cette affaire. Vous restez avec nous dans quelques instants, le tour de la table de l'actu des vraies voix. On va parler avec Philippe Bilger de Nicolas Sarkozy qui aurait reçu de la part des Émirats Unis en 2018, enfin en tout cas qui a été reçu par les Émirats, pardon. Françoise Degois, vous, c'est le choc dans le cadre de cette suite qui est donnée sur l'aide militaire envoyée à l'Ukraine. On en parlera. Et puis, à l'occasion de la 34e édition de l'opération Piège jaune, Emmanuel et Brigitte Macron étaient présents ce mardi au Zénith. On en parlera avec Sébastien Ménard et vous pouvez commenter, bien entendu, 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, vous venez de nous rejoindre, vous êtes là depuis le début, nous en remercions. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux. N'oubliez pas notre chaîne YouTube, comme ça vous aurez le son et l'image. Enfin, ça dépend des jours, il vaut mieux avoir que le son. Aujourd'hui, ça va, l'image c'est plutôt pas mal. Voilà, on est bien garnis aujourd'hui. Ça fait plaisir aux vraies voix qui nous écoutent et qui sont là tout le restant de la semaine. Ils vont dire ils sont sympas dès qu'on n'est pas là, dès qu'on a le dos tourné. Vraiment, vous avez un art de la méchanceté, l'art de dire des vacheries avec le sourire, c'est hallucinant. Vous pourriez quand même faire une truc spécial sur l'ado attardé, là, entièrement déguisé en NBA. Et ben voilà, vous êtes un miroir pour moi, Françoise Degois. Y compris les baskets. Mais enfin, c'est un homme sandwich, en fait. Mais quand il est avec son enfant, on ne sait pas qui est le père, qui est le fils. C'est un peu Regarde, voilà, tu peux pas rire. Mais en tout cas, il est sain d'esprit. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table De l'actualité. Et voilà le Blackpink. Est-ce que vous connaissez ce groupe? C'était à l'occasion de la 34e édition de l'opération Piège jaune. Emmanuel Macron et Brigitte Macron étaient présents ce mardi au Zénith et ont pris la pause avec ce groupe. Et j'ai pris hier soir une énorme tarte. Alors on était 4000 au Zénith, ça sera diffusé sur France 2, donc on fait de la promo parce que c'est une bonne cause, évidemment au profit de toutes nos chères têtes blondes hospitalisées, empêchées et dont on... Blonde ou pas? Oui, enfin c'est une... voilà, c'est la petite expression, mais voilà, simplement hier, il y avait, moi je ne comprenais pas pourquoi dans ce Zénith, c'est pas la première fois que je fais ce gala, Opération Piège jaune, et je ne comprenais pas pourquoi la moyenne d'âge était de 12 ou 13 ans. Je ne comprenais pas. Je me suis dit, bon, a priori, heureusement d'ailleurs, tous les enfants au Zénith n'étaient pas malades, et puis je comprenais pas pourquoi à chaque fois que le chauffeur de salle disait Blackpink, ça hurlait, Donc j'ai eu 3 acouphènes, j'ai perdu une oreille. Oui, je vieillis, Françoise, tout ça est très vrai. Et donc voilà. Est-ce que vous savez C'est pour ça que vous étiez contre la grève, vous aviez mal entendu. Oui. Voilà. Alors le groupe Blackpink, c'est quoi? Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Moi je connais, mais alors c'est le plus grand groupe de K-pop du monde. Voilà. Donc, la K-pop, c'est la pop coréenne. Oui. Mais c'est ça, c'est exactement sublime. ça. C'est Russo Barjo. Non, mais c'est Barjo. Ouais, c'est un peu ça. Alors pour Philippe Bilger, pour juste mon cher Philippe, mon très cher Philippe, t'expliquer ce que c'est. Donc, c'est plus que les Spice Girls. Tu te rappelles les Spice Girls? Ah bah oui, voilà. bien Donc sûr. Et c'est pas encore les Beatles. Voilà. On est entre les deux. Mais on est entre les deux. Voilà. Donc c'est plus qu'un girls band, mais quelque chose, moi m'a frappé. Indépendamment du fait que rien que pour ça, je vous encourage à regarder l'émission qui sera diffusée ce samedi soir. Le truc hyper intéressant, c'est la manière dont un pays, finalement, dont qu'on connaît peu parce qu'il est globalement suffisamment exotique et suffisamment lointain pour qu'on s'y intéresse moins que son voisin du Nord, la Corée. D'ailleurs, tout le monde vous dit c'est où la Corée? Mais ce qui est juste incroyable, c'est où la Corée? C'est le soft. C'est un pays magnifique. Moi, j'adore. J'y étais souvent. C'est magnifique. En Corée du Sud. Je vais pouvoir avancer ou pas? Oui. C'est le soft power que ça peut représenter. Voilà. Donc c'est un truc juste incroyable. Que, franchement, à mon avis, la plupart des parents ne le connaissaient pas, avant en tout cas d'avoir été très embêtés par nos gamins. Voilà, donc regardez l'émission, regardez les Blackpink, essayez de faire croire à votre entourage qu'évidemment vous connaissez, que vous n'êtes pas passé à côté du phénomène.
N'est-ce pas, Philippe David? Voilà. C'est pas le premier groupe. Non, mais voilà, c'est ce que je veux dire. Les Coréens sont tout à fait spécialistes du genre. Ils font des choses magnifiques. Je vous conseille de regarder les dramas coréens. C'est incroyable. Ils produisent. Et puis, Séoul est un pays de matin calme, mais véritablement, c'est une douceur de vivre. Et la comment Corée. s'appelait ce chanteur là? En 48, oui, celui qui est le fou là, qui chantait là, c'est pas Gagabang. Gagabang. Gangsta. Oui, c'était un succès planétaire. Ils sont merveilleux, les Coréens. Samedi soir, il y aura ce qu'on appelle la bénévolence. Voilà, donc plein de bienveillance, du bénévolat, et évidemment, on fait appel à votre générosité pour cette opération Piège jaune, et aussi le phénomène Blackpink que je vous encourage à découvrir. Absolument. Voilà. Votre tour de table, Françoise de Gaulle, il nous reste que 4 minutes. Vous voulez parler après les chars, ce sera quoi? Comme plusieurs groupes politiques au Parlement, vous comptez parmi ceux qui s'interrogent sur la livraison d'armes lourdes à l'Ukraine. Oui, alors on a franchi un tournant hier. Je pense que c'est un tournant dans la guerre ukrainienne avec l'annonce de Joe Biden sur les chars Abrams, avec bien sûr Olaf Scholz sous la pression de l'opinion, sous la pression de sa coalition et des Européens qui a cédé et qui livre des chars Léopard. On en parlait tout à l'heure avec Cécile qui est assez férue de matériel militaire. Moi j'ai découvert par exemple que les chars Léopard sont capables de tirer avec une précision de 4 km vraiment sur une cible et de la toucher 4 km, c'est inimaginable. Donc on a bien compris, malgré les précautions oratoires de Joe Biden, qu'il s'agit là d'armes offensives, même si Joe Biden a pris soin de dire nous ne sommes que dans le cadre d'une défense. On a bien compris que les chars sont là pour enfoncer les défenses russes et enfoncer les fronts. Moi je fais partie des gens qui sont extrêmement pragmatiques. J'ai pas envie d'entendre le discours sur l'escalade, parce que la réalité, c'est que la pire des escalades, c'est Vladimir Poutine qui l'a commise. Il n'y a aucune excuse, il y a des explications, mais il n'y a aucune excuse à ce qui s'est passé le 24 février 2022, à l'envahissement d'un pays souverain par la Russie. Donc ça, cette histoire est réglée. Mais je pense quand même, il n'y a pas de mais par rapport au responsable absolu qu'il faut faire reculer, mais je pense qu'il serait temps de consulter le Parlement. Je crois qu'on a besoin, comme on est passé dans un tournant, je crois que la guerre a tourné hier et qu'on va vers quelque chose d'encore plus violent, j'espère pas jusqu'à la co-belligérance, parce que ça voudrait dire Troisième Guerre mondiale, en fait. Eh bien, je crois que le Parlement français a besoin d'être consulté. Je pense qu'il faut qu'il y ait une discussion des représentants de la nation. Rien n'oblige Emmanuel Macron à le faire constitutionnellement, il est chef des armées, mais ce serait un geste politique majeur de le faire. Je vous rejoins, Françoise, on en a parlé hier. Je trouve que l'attitude de l'Europe est de plus en plus délicate entre la certitude qu'on a un dictateur qui ne négocie pas et de l'autre côté un Zelensky qui pousse tout de même de plus en plus à une forme de surenchère. Maintenant, il voudrait des avions, pourquoi pas des missiles, voilà. En même temps, si on était à sa place, je pense qu'on ferait la même chose en réalité. Et Philippe Bilger, parce qu'il nous reste 1 minute 30, votre tour de table avec Sarkozy et le jackpot reçu de la part des Émirats Arabes Unis. Vous faites partie de ceux qui pensent qu'on a de la chance d'avoir Mediapart. Oui, alors Mediapart, il y a l'idéologie que je déteste. Mon ami Plenel, je suis en désaccord avec lui surtout, mais je trouve que le site est très remarquable. L'investigation. Et que, en effet, et que, contrairement à ce qu'on prétend, il a parfois ciblé la droite, il a parfois ciblé la gauche, et que là, en ce qui concerne Nicolas Sarkozy, il n'y a pas forcément d'infraction, mais tout de même cet argent qui dégouline à flot entre la Russie, entre les États arabes unis, les Émirats arabes unis, et puis le Qatar, à une certaine époque, il y a une forme de nausée. Je suis surpris de voir que seul Mediapart en parle. Mediapart, remarquable, parce qu'on dit que Mediapart, Jérôme Cahuzac, hein, pardon, mais le plus grand coup de poignard qu'il a donné, et à juste titre, c'est Jérôme Cahuzac. Et l'arbitrage tapis. Bien sûr, moi je pense que vraiment c'est un très grand journal d'investigation. Sébastien Ménard, vous êtes content qu'on ait Mediapart? Et sur Sarkozy, bien sûr, le flot d'argent, c'est nauséeux. 20 secondes. Je suis partagé sur Mediapart. Voilà. On en a déjà discuté plusieurs fois avec Philippe. La bonne partie va vers moi. Oui. Non, donc c'est un Sébastien Ménard moite-moite. C'est un en même temps macroniste. Hein. Qu'est-ce que tu veux attendre de lui? Rien de plus. C'est une réponse de Gascon. Non, c'est pas ça. C'est parce que tu as remarqué qu'il dit toujours celles et ceux. Il a les mêmes tics de langage qu'Emmanuel Macron. Mais ça se trouve, c'est Emmanuel Macron qui copie sur Sébastien Ménard. Je me disais, c'est peut-être lui l'inspirateur. L'aspirateur
l'aspirateur. Vous restez avec nous dans un instant après l'aspirateur, le coup de projecteur. On reviendra sur cette baisse de 312 000 chômeurs en 2022. C'est le plus faible niveau atteint depuis 2011. Mais s'oppose à cela l'augmentation de 10,4% des radiations de Pôle emploi. Alors c'est une vraie question. On en parle dans quelques instants. Est-ce que vous faites confiance à ces chiffres? Et vous dites non à 96%. Ça monte. J'aimerais que les 4% nous appellent au 0826 300 300. Vous êtes en standard, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ah, ils sont chauds, les vraies voix. Là, ils ont même chanté de la K-pop après avoir chanté du Sardou. Philippe Bilger, alias le président. Françoise Degois, alias la révolutionnaire. La révolutionnaire. Philippe Bilger Song, François Degois Song Park et Sébastien Ménard. Vous savez pourquoi c'est toujours les mêmes. Parce qu'en fait, contrairement à la tradition européenne, en Corée, il y a très peu de noms de famille. Ah oui, c'est vrai, c'est Kim Son Park. Il y a peut-être il y a peut-être 10 catégories de noms de famille. On le constate quand on regarde les matchs de foot avec l'équipe de Corée, c'est vrai. Ça doit être dur à commenter. Oui. Absolument. Et Sébastien Ménard est notre avec basketteur. nous. Absolument. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et mercredi, le ministère du Travail et Pôle emploi ont recensé une baisse de 312 000 chômeurs en 2022. C'est le plus faible niveau atteint depuis 2011. Philippe. Oui, Cécile, et à ces chiffres s'oppose malgré tout un record d'augmentation de radiation, une augmentation des radiations de 10,4% l'an dernier, 58 100 rien que pour le dernier trimestre, à comparer à la baisse de 114 000. Alors vous, est-ce que vous faites confiance aux chiffres du chômage? Vous êtes chômeur, vous avez été radié parce que vous n'êtes pas allé à un rendez-vous, vous avez oublié de renvoyer un mail ou un papier, appelez-nous au 0826 300 300, et le moins qu'on puisse dire est que la confiance ne règne pas dans les chiffres, Cécile. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, 96% de non. On était à 97. Donc ça on progresse. On progresse avec notre invité, Philippe. Notre invité, Philippe Murer, économiste. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Je fais un petit aparté. Vous aviez écrit il y a 2 ans et demi un dossier complet sur les statistiques du chômage sur Causeur que j'ai relu ce matin, où vous expliquiez la différence entre les chiffres de l'INSEE, de Pôle emploi, c'est incroyable. Petit tour de table d'abord. Philippe Bilger, sur ces chiffres, on a tendance à maquiller toujours d'un peu de chiffres. Mais alors moi, je suis un légitimiste naïf, sans doute, et il y a 2 raisons qui font que je ne doute pas pour l'instant. 3. D'abord, une ignorance qui, d'une certaine manière, ne me permet pas d'argumenter dans le sens qui sera sans doute celui de la majorité. Deuxième élément, je ne vois pas pourquoi, dans une période très délicate pour lui, le gouvernement irait d'une certaine manière falsifier des chiffres, les faire. Et troisième élément, j'ai noté par exemple que le ministère de l'Intérieur a rendu compte aujourd'hui ou hier de statistiques dont certaines n'étaient pas bonnes du tout pour lui. J'en conclus peut-être par une contagion discutable qu'à partir du moment où il ne ment pas, je ne vois pas pourquoi cet organisme social radierait. Si vous êtes comme Philippe Bilger et que vous pensez que le gouvernement c'est les vrais chiffres, je parle François, 0826 300 300. Allez-y François. Oui, comment vous pouvez être aussi naïf? Avocat général brillant, un peu tortueux, parfois tordu et naïf. Torturé, j'aime pas. Torturé, complexe, d'une telle naïveté. Mais bien sûr qu'il faut lire le dossier. Mais je suis pas d'accord avec vous. Il faut lire le dossier de Mediapart qui était très bien, qui parle de ce record de radiation, 58 000 pour le seul mois. Le Monde en parle, un long dossier. Bien sûr. Donc voilà. Après, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron ferait ça? Parce que il veut être l'homme qui a fait baisser le chômage. Et d'ailleurs, dans tous les éléments de langage, vous savez, c'est parce que. Alors voilà, on est dans le syllogisme. Vous savez, le syllogisme à la Ionesco. Tous les chats sont mortels, or Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Voilà comment le syllogisme macroniste fonctionne. Ça baisse parce que ça baisse, et parce que c'est vrai. Et c'est vrai que ça baisse parce que ça baisse, parce que c'est vrai. Et tout le monde devient fou. Parce que l'argument, c'est Emmanuel Macron, ce Mozart de l'économie, ce Glenn Gould de la finance, puisqu'on parlait des gens qui s'enferment dans les cabanes pour poser. Eh bien, cet homme merveilleux est le seul qui a réussi. C'est l'homme de tous les exploits. Ça n'est pas vrai. On raye des gens
gens. Il va y en avoir de plus en plus qui vont disparaître des radars. On a vu la dangerosité de faire disparaître en plus de ça ces gens des radars. On le voit en Allemagne, on l'a vu aux États-Unis, avec proportionnellement la courbe de la pauvreté qui monte. Les gens disparaissent des radars. Autrement dit, ça sert à rien de casser le thermomètre si vous fallait faire baisser la fièvre. Voilà. Sébastien Ménard. Moi, je suis un légaliste réaliste. Ouais. Donc, à plus ou moins 50 000. Ça vous va comme Tu parles d'un argument. Alors, bonjour la défense. Moi, j'ai une réponse à Philippe Bilger. Pourquoi Macron fait ça? Mais parce que Macron appuie toute sa politique économique sur le quasi plein emploi. Oui. Il n'y a pas de chômage. Donc on peut faire une réforme de l'assurance chômage. Des retraites. Et des retraites en disant travaillez 2 ans de plus puisqu'on est en quasi plein emploi. Les précaires auront une assurance chômage beaucoup moins performante avec des allocations très faibles parce que il y a le plein emploi. Les cadres pourront travailler et au bout de 6 mois, s'ils sont au chômage, ils auront moins 40% sur leur salaire, sur la location chômage. Et la dernière réforme de l'assurance chômage où tout le monde aura un quart de moins de durée d'assurance chômage puisqu'on est au plein emploi. C'est l'absurdie. Et connaissant Macron, on peut se demander quand même, c'est un président assez malin. Il est assez filou, on peut se demander si justement tout ça n'est pas fait pour ça. Mais est-ce que c'est dans le micro, Philippe? Alors je vais aller dans le détail. Sur les radiations, Philippe. Très intéressant, je suis allé sur le site de la DARES après que vous m'ayez appelé ce matin pour vérifier. Il est écrit l'avertissement suivant. C'est la direction des études économiques et sociales. Et c'est elle qui fait les chiffres du chômage, qui les relaye, qui les commente. La généralisation du nouveau formulaire d'actualisation a un impact sur le nombre de radiations. Et sur le nombre de chômeurs qui passent de la catégorie A à la catégorie B et C pour 100 000. Alors je coupe parce que les chiffres du chômage ne concernent que la catégorie A. Pour nos auditeurs qui ne le savent pas, c'est-à-dire les personnes qui n'ont même pas travaillé 1 heure dans le mois. Voilà. Exactement, Philippe. Et justement, c'est une technique en fait pour disperser les chômeurs façon puzzle. On les éclate en 5 catégories. Comme ça, plus personne n'y comprend rien. Donc il y a la catégorie A, mais il y a aussi la B, la C, la D, la E qui concernent des gens qui sont au chômage mais en stage, des gens qui sont au chômage mais qui ont quelques heures de travail par semaine et pas 40 heures mais par exemple 10 heures, ou alors des gens qui sont dépourvus, qui n'ont pas besoin de faire de recherche d'emploi pour une raison ou pour une autre. Et en fait, quand on regarde les chiffres du chômage par exemple, effectivement on se dit mais c'est extraordinaire, Macron est un génie, on n'a plus que 3 millions de chômeurs. Comme en 1995, c'est ce qu'il avait dit d'ailleurs face à Marine Le Pen dans le débat. Et en fait, quand vous regardez, sauf qu'en 1995, il y avait 4 millions de chômeurs toutes catégories. Maintenant, il y en a 6. Donc, comme par hasard, il y a 2 millions de personnes de plus à Pôle emploi. Mais c'est pas des chômeurs, c'est pas ceux dont on vous parle dans le chiffre officiel. L'autre astuce de Macron, c'est de vous parler du taux de chômage selon l'INSEE. Vous dites l'INSEE, c'est sérieux. Personne ne peut douter, c'est des statistiques. Non, c'est un sondage sur le chômage. C'est un sondage et tout journaliste sait très bien. Il suffit de poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses à un sondage. Bon, je caricature un petit peu, mais il y a une part de vérité. Philippe, je vous coupe avant de passer la parole à Philippe Bilger. Ce serait quoi aujourd'hui les vrais chiffres? Aujourd'hui, si on s'en réfère à ce que vous dites. Alors, le chiffre de l'INSEE, c'est 7,3% de chômeurs. Or, quand vous regardez le chiffre qui accompagne, c'est 2,2 millions de chômeurs selon l'INSEE. Or, il y en a déjà 3 millions catégorie A à Pôle emploi et 6 millions. Vous voyez que vous pouvez remettre en cause ce chiffre. Autre chose... Pourquoi, au moment où on a fait un plus bas historique du chômage depuis 40 ans, le gouvernement ne l'a pas claironné? Tout simplement parce qu'il aurait été ridicule. Il aurait montré que ce chiffre était bizarre. C'est-à-dire que c'est en juin 2020. Alors toutes les entreprises avaient fermé, qu'il y avait plein de gens virés, que le taux de chômage de l'INSEE était à 7,1% au plus bas. Parce que, en fait, il est fallacieux. Et le vrai taux de chômage, on peut dire que, allez, si on le grossit un peu, on le maximise, en fait, on a 6 millions de chômeurs toutes catégories, 2 millions de personnes au RSA, qui, en fait, probablement sont au chômage et ils ne sont pas inscrits à Pôle emploi parce qu'ils ne peuvent pas toucher d'allocation chômage. Adultes handicapés aussi, les adultes handicapés, vous les comptez là-dedans aussi ou pas? Après, il y a plein d'autres petites catégories. En fait, ça fait combien? Ça fait 8 millions pour 26 millions de salariés. Ça fait un taux de chômage qui est plutôt proche de 25% que de 7%. Parce que ça, c'est fou que les gens qui sont au RSA, c'est-à-dire qui ne travaillent plus depuis parfois 3, 4, 5, 8, 10 ans, ne sont pas comptés dans les chômeurs. C'est quand même fou. Et puis, il y a les apprentis aussi. Parce que Macron, c'est un énorme rusé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait que les entrepreneurs ont accès à une main-d'œuvre gratuite. Les apprentis, qui sont payés maintenant, depuis que Macron est au pouvoir, en fait 100% par les entreprises pendant 1 an. Les entrepreneurs se jettent dessus, on est passé de 400 000 à 800 000. Voilà comment vous cachez 400 000 personnes sur le tapis. Autre manière de cacher, vous aviez 1 million d'auto-entrepreneurs. Macron a fait la promotion du régime, des plateformes numériques.
on se retrouve avec 2,5 millions d'auto-entrepreneurs. Il y a 2,5 millions d'auto-entrepreneurs. 600 000 auto-entrepreneurs nouveaux chaque année. Donc on se retrouve avec un stock de gens qui travaillent pour un demi-SMIC, ce qui est quand même absolument scandaleux, c'est un contournement de la loi. Et à plein temps, c'est l'INSEE lui-même qui le dit en parlant de ses auto-entrepreneurs. Et donc, il a mis 2 millions de personnes sous le tapis. Donc, vous voyez, il y a des tas de ruses pour cacher les chômeurs. Et on est beaucoup plus haut que ce que dit Macron. Ça lui permet de faire sa politique antisociale, réforme des retraites, de l'assurance chômage. Commenter 0826 300 300, vous attend au standard. Est-ce que vous considérez que ces chiffres sont effectivement un peu légers au 0826 300 300? Vous vouliez réagir d'abord, Philippe Béjart? En fait, je complète. Et une question, faut-il alors considérer en un mot que après votre dénonciation brillante des subterfuges, de ces manipulations, il n'y a pas eu de réel progrès dans la lutte contre le chômage sous les mandats d'Emmanuel Macron? En partie, mais c'est pas une bonne nouvelle. Mais c'est pas une bonne nouvelle. Vous avez raison, parce que quand on regarde les chiffres de l'INSEE du nombre d'emplois salariés, on a fait plus 1 million entre fin 2019 et aujourd'hui. On est passé de 25,7 millions d'emplois salariés à 26,7. Donc on peut se dire, c'est une très bonne nouvelle. Ça dépend du statut, c'est la précarité. Il y a ça, mais il y a aussi d'autres choses derrière tout cela qui sont inquiétantes et qu'on retrouve aussi aux États-Unis. J'allais vous le dire. Il y a le fait, en fait, ça signifierait on produit la même chose avec 4%, vous voyez, de salariés en plus. Et ce qui annonce, alors bien sûr que ça reprend, ce chiffre-là reprend en fait les bidouillages que j'ai énoncés avant, mais ça reprend aussi une autre chose, c'est qu'on a une baisse de productivité dans les entreprises. Parce que les entreprises sont malades en Occident, les moyennes et les grandes entreprises, parce qu'elles ont été financiarisées. En fait, c'est un management par objectif financier, par des PDG payés par des options sur actions, et les actionnaires, en fait, c'est des machines à fric. Les salariés, il y a une perte de sens, il y a une perte de compétences, parce que ceux qui aiment servir le client, faire un beau produit, partent ou sont virés. Il y a une démotivation globale qui est en train de venir en Occident, qui est le pendant, en fait, de l'abstention sur le système politique. Le système économique n'évolue pas, ou toujours dans le même sens, le pire. Les gens se démotivent, et là, il y a une perte de productivité, et c'est le moteur de la prospérité, et donc c'est une très mauvaise nouvelle, même si tant mieux pour les gens qui trouvent du travail. Oui, vous êtes noir. Non, mais il faut faire attention à l'arbre qui cache la forêt. Ils s'en étaient rendus compte, Joe Biden, les démocrates s'en étaient rendus compte, et Donald Trump également, dans la fameuse, je le redis toujours, la ceinture rouillée des États-Unis, la ceinture de rouille avec toutes ces industries totalement... Qui partent des Grands Lacs jusqu'à la Pennsylvanie, et qui, sur la côte est. Avec dévasté, etc. Effectivement, les gouverneurs respectifs annonçaient des chiffres extraordinaires de baisse du chômage, donc de reprise supposément. Le pendant, c'est la reprise de la production et de l'industrialisation. La réalité, c'est que ce qui était le pendant, c'est l'augmentation de la pauvreté, parce que des pans entiers d'ouvriers étaient radiés des cadres pour des systèmes et en réalité, il faut faire attention, parce que quand on commence à mentir, on se ment à soi-même, et le mensonge devient le réel. Mais ça date pas d'aujourd'hui. Non, avec Emmanuel Macron, c'est poussé quand même au paroxysme. Je vous renvoie quand même au papier de Mediapart. Ça n'est jamais arrivé qu'on raye 58 000 personnes en un seul mois. Non. Françoise Desgoin, la pénurie de salariés, si je peux finir là-dessus. Oui, ne veut pas dire, mais... Alors là, je vais vous montrer un paradoxe soyez sympa là-dessus. Il y a une pénurie de salariés. Ouais. Alors, il y a une certaine réalité dans certains métiers et des différences. Mais est-ce que vous connaissez une chose en économie de marché où il y a pénurie et les prix baissent? Non. C'est la loi de l'offre et de la demande. Bien sûr. Je veux dire, quand il y a pénurie, les prix montent. Or, les salaires, il y a eu pénurie, paraît-il, de salariés dans plein de secteurs. Mais en même temps, les salaires, ils ont baissé de 4%. 3% de hausse, moins 7% d'inflation, 4%. Et donc là, on voit qu'on est dans un mensonge vraiment global, un mensonge d'État, et en plus qui fait mal aux gens, parce que les gens qui n'ont pas de travail, on leur dit qu'il y a du travail partout, mais ça fait mal au cœur. Et pourtant, les entreprises continuent de recruter quand même. Oui, mais non, alors ça dépend. Juste, je voulais dire, vous en êtes d'accord, c'est-à-dire que mettre en parallèle le million de gens qui manquent dans des emplois-tations et dire, vous voyez bien, c'est QFD, qu'il y a du travail en France et que la production repart. Ça n'est pas vrai, c'est parce qu'il y a des secteurs qui sont en manque, mais il y a des dizaines de secteurs qui ne le sont pas, et des dizaines de milliers de gens qui sont rayés. Sébastien, j'ai le sentiment que sur ce plateau, il y a un biais qui a été pris, et c'est pas le biais des entrepreneurs que je vais quand même tenter de défendre. Je suis désolé, monsieur, les salaires n'ont pas baissé, les salaires, on les a augmentés. Après, ça se télescope avec une inflation. Non mais attendez, moi vous n'allez pas me dire c'est compte tenu de l'inflation, c'est ça qui importe. C'est compte tenu de l'inflation. Moi, j'augmente les salaires des gens qui travaillent avec moi. À hauteur de l'inflation. Après, j'augmente les salaires
autant que je puisse le faire. Après, évidemment, ça se confronte à la dure réalité de ce qui se passe dehors. Les entrepreneurs ne sont pas responsables. mais les chefs d'entreprise. Non, mais il ne faut pas dire que les salaires ont baissé et qu'on a baissé les salaires. C'est faux. C'est totalement faux. Non, ce que vous dites est faux. Les salaires baissent quand il y a l'inflation. Il a dit que les salaires baissaient. Je vais juste essayer d'en placer une, parce que là, vous avez, on vous a entendu nous dire que on mentait, qu'il y avait 8 millions de chômeurs en France, que c'était 25%. Mais attendez, Françoise, vous avez aussi servi des gouvernements socialistes, notamment le président Hollande. Il faisait pas mieux. C'est pas vrai. Excusez-moi. François Hollande avait refusé. Il avait dit à un moment donné, on va arrêter. François Rebsamen, tu devrais t'en souvenir. François Rebsamen, elle avait dit, on arrête de publier les chiffres du chômage. Ils sont trop, ils se prêtent trop à la controverse. Oui, donc on arrête. C'est comme Michel Sapin qui disait, c'est une inflexion. Je sens une inflexion, bien sûr. Mais vous savez, les entrepreneurs, eux aussi, ils se mentent à eux-mêmes sur une chose. Et moi, j'ai des amis entrepreneurs qui me choquent. Ils me disent, j'arrive pas à recruter. Alors, vous discutez avec eux, ils me disent, et c'est des boîtes qui gagnent beaucoup d'argent. Ils disent, oui, ils veulent des salaires de 2500 €. Moi, je veux payer que 2000. Alors, où on est? C'est-à-dire qu'à 2500 €, ils gagneraient de l'argent, mais ils veulent pas recruter parce qu'ils veulent en gagner plus. Et il y a un problème, je vais vous dire. Il y a eu une sacralisation de l'entrepreneur en France face aux salariés. Or, c'est tenir tout le monde en même temps, les salariés, les retraités, les entrepreneurs, de faire une société juste. Et en fait, les entrepreneurs s'en rendent pas compte, mais là-dessus, il y a de l'abus. Quand on dit on n'arrive pas à recruter alors qu'il faut juste payer un petit peu plus et qu'on est prêt à le faire. Vous ne pouvez pas dire ça sur tous les entrepreneurs, monsieur. Mais je vous parle de certains dont j'ai entendu parler. Il y a quand même énormément d'entrepreneurs et de gens qui aujourd'hui montent des entreprises, qui sont extrêmement courageux et qui gardent leur et qui ne se payent pas et qui payent leur. C'est bien aussi de les saluer. Mais on en a fait les héros, si vous voulez, qui vivent la crise de Yves Montand, de la nouvelle société. Il faut que chacun soit à sa place. Ce sont des gens très bien et ils sont rémunérés pour cela les mieux de la société. Vous pensez que dans la crise actuelle, il y en a certains qui ne sont pas des héros, mais pour moi, c'est des héros. Mais il y en a qui sont super. Les soignants qui sont des héros, c'est bien sûr. Non, mais Françoise, pardon de vous le dire. Oui, quand vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui, moi je connais des chefs d'entreprise qui ne se payent pas et qui payent des gens, d'accord? On est d'accord. Il y a des gens qui prennent des risques aussi, mais là j'ai l'impression que, je suis d'accord avec Sébastien, j'ai l'impression que les entrepreneurs sont tous. Moi je dis c'est les médias qui en ont fait les héros et qui les ont mis trop haut. Moi je crache pas sur les entreprises, je dis juste là je dis le gouvernement trafique les chiffres, c'est tout. À force de mentir, on finit par croire à ces mensonges. C'est ça le plus dangereux. Vas-y Sébastien, pas. Me laisser parler avant de dire ça, c'est vraiment que ça apporte le décor. J'adore François, elle termine le gâteau, elle dit prends mon assiette. Ce que je veux dire, c'est que vous avez aussi des tas de chefs d'entreprise qui sont totalement responsables, qui sont humains, qui sont généreux autant que on peut le faire, et aujourd'hui je dirais développer notre activité en responsabilité, c'est aussi faire des choix d'embaucher, de débaucher. Moi j'ai la faiblesse, en tout cas, j'ai cet avantage de pouvoir recruter les gens que j'ai envie d'avoir. Par contre, effectivement, il faut les payer un certain prix. En direct, j'en ai à peu près une centaine, et j'ai 100 salariés en direct dans différentes sociétés, et j'ai 8150 entrepreneurs indépendants qui sont vendeurs, distributeurs indépendants. Exactement, donc ils sont pour la plupart soit installés sur des micro-sociétés, soit auto-entrepreneurs, etc. Donc ça fait quand même du monde. Ça en fait des chèques tous les mois. Mais c'est le système qui broie les gens. Il ne faut pas mettre la responsabilité sur les gens. C'est le système qui broie les gens et qui a une forme d'inhumanité. Tu n'es pas dans le capitalisme financier. Dans le micro, François, sinon tu n'as pas des actionnaires qui te demandent un rendement à 14% de ton entreprise tous les ans. J'ai même un actionnaire qui, pendant le Covid, là où nos 8150 distributeurs indépendants ne pouvaient pas sortir, ne pouvaient pas aller faire du porte-à-porte, voilà, ce qu'on appelle le door-to-door, voilà, la vente Tupperware, qui les a financés. C'est-à-dire qui les a pendant plus de 18 mois. Et là, pour tous ces petits, il n'y a pas de plan Macron, il n'y a pas de PGE. Quand vous êtes indépendant et quand vous n'êtes payé qu'avec des commissions, il n'y a pas de PGE. Voilà. Donc moi, mon actionnaire les a soutenus. Voilà. Donc il y a aussi du capitalisme humain. Voilà. Non, mais sur une boîte de 100, bien sûr. Mais je ne parle pas du capitalisme, je parle du capitalisme financier, c'est pas pareil. Merci Françoise, merci beaucoup Philippe Murer d'avoir été avec nous, économiste, et de nous avoir éclairé sur ce sujet. Bon, restez avec nous, c'est pas fini. On reste ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, c'est comme les fingers, c'est jamais fini. 0826 300 300. Franchement, c'est incroyable. L'idée quand même qu'il va falloir aller jusqu'en juillet avec Philippe David, c'est lourd. Hein. C'est moi qui ai fait un mauvais jeu de mots là. Non, il était excellent. C'est le roi des jeux de mots bidons, j'adore.
0826 300 300 avec nous pour revenir sur un sujet important. C'est Marie-Alice. Bonsoir Marie-Alice. Bonsoir. Vous avez un joli prénom, Marie-Alice. C'est joli, très joli. C'est très joli, oui. Et Marie-Alice, vous vouliez revenir sur ce pont Vous aérien. appelez d'où, Marie-Alice? Alors moi j'appelle du Lot-et-Garonne, je suis infirmière libérale et j'appelais pour réagir donc sur à ce pont aérien. Voilà. Alors il faut savoir que nous, infirmières libérales, quand il y a eu donc la crise carburant qui n'est pas terminée, on nous a octroyé 4 centimes supplémentaires dans notre forfait de déplacement. Donc on se déplaçait pour 2,54 € brut. Quelle générosité. Au 1er janvier, attendez, ce n'est pas tout. Au 1er janvier, les aides se sont arrêtées. On nous a retiré nos 4 centimes et nous sommes retombés à 2,50 € brut. Marie-Alice, rendez l'argent, s'il vous plaît. Donc, une infirmière se déplace pour 1,25 € net. Mais quel scandale. Mais quel scandale. Voilà. Et je crois que il était important de le souligner. Alors, je n'ai rien contre cette histoire de pont aérien, si ce n'est que quand on pense à la planète et à tout ce qu'on est en train de nous faire vivre, laissons ça de côté. Mais moi, je reviens sur les frais de déplacement. Combien va coûter ce pont aérien? 5 000, on le sait, Sébastien Ménard l'a dit, 5 000, 23 000 euros par mois. Et c'est, je crois, ce que disait le maire de la ville de Nevers, ça correspond à 650 € par déplacement et par praticien. C'est phénoménal. Alors que sur le territoire français, les infirmières libérales, on a un maillage qui est très important. Le problème, c'est la communication interprofessionnelle. Il n'y a pas de coordination. Et est-ce que ce monsieur le maire a réuni ses professionnels de santé, en y incluant les infirmières, pour savoir comment il était possible de pallier à ce manque de professionnels. Alors je ne dis pas, nous ne sommes pas médecins. Bon, on n'est pas là pour se substituer. Mais réguler le degré d'urgence et on est tout à fait capable. Moi, j'ai 33 ans de diplôme et je peux vous assurer qu'une urgence, je la vois. Je pense que c'est un millefeuille, en fait. C'est pour ça que j'ai été très sévère avec cette opération, parce que malgré tous les arguments que j'entends très bien, que ça coûte moins cher, je trouve que c'est de la com spectaculaire à 2 balles, quoi. C'est quelque chose qui ne fera absolument rien avancer. Je me souviens de ces ponts aériens pendant le Covid qui ont duré ce que dure l'Héros, ça a duré 2-3 jours. Cette spectacularisation, en fait, ne règle absolument rien. C'est de la communication pure et ça me dérange profondément. Est-ce que c'est pas une solution désespérée devant les déserts médicaux? Je ne crois pas du tout que ça soit désespéré. Vous faites venir les gens en TGV à 2h30 au lieu de les avoir en 40 minutes, vous les avez en 2h30. C'est pas que les gens peuvent pas venir, c'est qu'ils sont pas là. Donc les faire venir en pont aérien, ça signe le caractère spectaculaire de la communication et en plus ça envoie l'image d'une France qui serait carrément ça veut dire que c'est 5 heures de train pour aller-retour. C'est le sous-continent indien. Dans la journée, c'est pas possible. C'est pas possible. Et alors, je vais te dire, où tu viens en 35 minutes en voiture, mais franchement, objectivement, c'est de la com. Non, mais moi, ce que je trouvais intéressant, pardon, allez-y, Marie-Alice. Moi, je vais vous interrompre. Moi, je démarre ma journée, il est 5h30, 6h moins le quart. Je rentre, il est 21h. Voilà. Et des fois, j'ai une demi-heure pour manger. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis 5 heures de train pour effectivement rester sur place 3 heures, ça n'a pas de sens en fait. Si, moi, je pense que ça a du sens. Mais quand vous avez, là, ils envoient un cardiologue. Regardez le temps qu'il faut, même quand vous êtes dans des grandes villes, pour avoir un cardiologue. Mais le cardiologue peut venir en train, c'est pas le sujet. Mais non, mais parce que vous voyez moins de gens, Philippe. Mais je suis pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas d'accord sur l'idée du pont aérien, de la com spectaculaire? Moi, je suis d'accord sur rien. Je dis que quand les gens ont besoin d'être soignés, moi, je suis capable de faire tous les sacrifices. Voilà, on va aller en hélicoptère, alors c'est encore plus chic. Sur votre dos, François. Non, mais tu comprends. Merci en tout cas, Marie-Alice, et bravo pour ce travail, bravo pour ce que vous faites, parce que vous êtes formidable. Franchement, les infirmières libérales, moi je dis, tiens, chapeau. 1,25 Merci Philippe Béliger, merci beaucoup Marie-Alice, à très bientôt, et merci Françoise Degois, merci Sébastien Ménard. Vous restez avec nous dans quelques instants. Les vraies voix qui font rouler la France. Eh bien on va parler de neutralité carbone. C'est l'inverse de ce qu'on vient de dire. Louis-Carl Vignon, c'est avec nous, le président de Ford France, et on va vous parler de ces boîtiers flex fuel, voilà, puisque ça cartonne de rouler au bioéthanol. C'est moins cher. Combien de temps ça va tourner? Il y a carbone. C'était l'humour là. Allez, à tout de suite.